Donc, on imagine la situation suivante. Une courbe d'offre, alors une courbe de demande plutôt, pardon, c'est après la courbe d'offre. Une courbe de demande dans un premier temps, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, décroissante, avec plusieurs personnages, bien que, en vérité, comme c'est une courbe de demande agrégée, il doit y avoir beaucoup plus de demandeurs, et ce pour chaque niveau de prix. Et par exemple, ici, là, c'est 100. Bon, bah, il n'y a qu'un seul personnage, c'est Paul. En vérité, il devrait y avoir plusieurs personnes, et on ferait la somme de la quantité qui sont prêts à acheter pour ce prix-là. Mais pour simplifier, j'ai considéré que pour différents niveaux de prix, il n'y avait qu'une seule personne. Voilà. Mais vous savez qu'en vérité, il doit y avoir plusieurs demandeurs par niveau de prix. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette courbe? On voit dans un premier temps que Pierre, pour un prix de 200 euros la paire de chaussures, puisque là, je n'ai pas dit, mais c'est un marché de chaussures de luxe, supposons que le prix de la paire de chaussures soit de 200 euros, eh bien, Pierre aurait été prêt à acheter une paire. D'accord? Donc, je répète pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ça, c'est ce que se dit Pierre dans sa tête. Avec ses préférences personnelles, il se dit, ah, moi, si la paire de chaussures coûte 200 euros, je suis prêt à en acheter une seule paire. Et si jamais elle coûte plus que 200 euros, j'en achète pas du tout. Il est disposé à acheter une seule paire de chaussures à partir de 200 euros, pas au-delà. Maintenant, regardons Paul. Paul, lui, c'est un peu différent. Lui, il se dit dans sa tête, si la paire de chaussures est à 100 euros l'unité, alors je serai disposé à en acheter deux paires. Je suis prêt à en acheter deux paires parce qu'il considère que 100 euros, bon, c'est cher, mais ça lui permet quand même d'en acheter deux paires. Voilà. C'est pas si cher que ça puisqu'il en achèterait le double. Ensuite, nous avons Jacques qui, lui, se dit dans sa tête, si la paire de chaussures était à 80 euros, il n'en sait rien puisque tout ça c'est dans sa tête, hein. C'est que, il sera fixé que s'il va dans le magasin. Il se dit que à 80 euros la paire, il serait disposé à acheter trois paires de chaussures. Hop, on peut lire la quantité en regardant voilà, l'antécédent du prix. Et enfin, nous avons Philippe qui lui se dit, sans même savoir quel est le prix, encore une fois, puisque pour savoir quel est le prix de marché, il faut aller au marché, il faut aller dans le magasin. Eh bien, Philippe se dit que à 30 euros la paire, le prix de la paire de chaussures, il serait disposé à en acheter 6 paires. C'est logique, puisque moins une paire de chaussures coûte cher, plus les agents sont disposés à en acheter une grande quantité. Ok? Donc ça, on part de cette situation-là. Alors regardons maintenant ce qui se passe. On suppose que le prix du marché se fixe à 50 euros. Donc là, on voit pas, mais en théorie, il y a une courbe d'offre ici, en fait, hein. Et ici, là, c'est l'intersection de la courbe de demande et de la courbe d'offre. Mais pour pas trop compliquer le schéma pour l'instant, j'ai caché la courbe d'offre. Mais le prix de marché, c'est bien celui-là, c'est 50 euros la paire de chaussures. Ça veut donc dire que selon les personnages, les différents demandeurs qu'on a ici vont plus ou moins faire des économies, compte tenu du prix qu'ils étaient prêts à payer et du prix qu'ils vont vraiment payer. Regardez, si on prend Pierre, Pierre était prêt à payer 200 euros sa paire de chaussures. Au final, il va payer que 50 euros. Ça veut donc dire que, dans sa tête, quelque part, il économise 150 euros. Évidemment, il n'a pas dépensé les 200 euros, hein, puisque il a dépensé que 50. Mais c'était tout comme, il était prêt à les dépenser. Et finalement, il dépensera que 50 euros sur ces 200. Donc, quelque part, cet écart-là, vous voyez, ça fait 150. C'est l'économie, une sorte d'économie, hein, symbolique, que fait Pierre grâce à cet écart entre le prix de vente et son prix personnel, son prix de ses préférences à lui. Paul, maintenant. Paul, lui, il était prêt à payer 100 euros la paire de chaussures. Il va finalement payer que 50 euros. Donc, il économise 50 euros par paire de chaussures achetées. Comme il en achète deux, on voit ici, hein, il était prêt à acheter deux paires à 100 euros, donc il était prêt à dépenser 200 euros, 2 fois 100. Et bien là, il va dépenser que 100 euros, 50 fois 2. Donc, il était prêt à dépenser 200, il dépense que 100 euros, il économise donc 100 euros. Là, l'écart entre les deux, le petit bénéfice symbolique ou le gain symbolique lié à cet écart entre le prix de vente qu'il était prêt à payer et le prix qu'il va effectivement payer,
représente 100 euros. Ensuite, on a Jacques. Vous commencez à comprendre. Jacques, il était prêt à payer 80 euros par paire de chaussures achetées. Il va payer que 50. Donc là, en l'occurrence, il fait un gain de 30 euros, de 5 à 8, 30 euros par paire de chaussures achetées. Comme il comptait en acheter 3, il économise 3 fois 30 euros, donc 90 euros. Donc on a un total, alors de tête, 150 euros pour Pierre, 100 euros pour Paul, ça fait 250, plus 90 euros, ça nous fait 240 euros, 340 euros plutôt, d'économie sur l'ensemble des agents demandeurs. Et Philippe, lui, il n'est pas concerné puisque lui, il était prêt à acheter des chaussures qu'à partir de 30 euros la paire. Et le prix de marché, il est supérieur au prix qu'il est prêt à payer. Donc lui, il est en dehors des échanges. Il ne va rien acheter du tout, il n'est pas concerné. En revanche, Pierre, Paul et Jacques, eux, tous ensemble, ils ont économisé l'équivalent de 340 euros. Donc cet écart entre le prix qu'il était prêt à payer ou que chacun était prêt à payer et le prix que chacun va effectivement payer, c'est ce qu'on appelle en économie le surplus du consommateur. Et comme je vous l'ai dit, ici c'est une infinité de points qui se succèdent, qui représentent un prix de vente et une quantité qui est prêt à demander que sont prêts à demander les agents, que sont prêts à demander les consommateurs en fonction du prix. Donc il faut imaginer ici que là il y a 3 traits pour représenter les surplus des 3 personnages, mais il faut imaginer qu'il y a une infinité de traits en fait. Il y a plein de traits qui sont collés et serrés les uns les autres, qui sont autant de situations où il y a un surplus, jusqu'à ce que finalement le prix de vente qui était prêt à payer l'individu est égal précisément au prix qu'il va vraiment payer au final. Et là, il n'y a pas de surplus, on est pile poil au niveau du prix du marché. Mais donc, s'il y a une succession infinie de traits comme ça, on peut considérer que le surplus de l'ensemble des consommateurs, c'est une surface qui représente le triangle ABC. Donc là, toute la surface qui est là, ça représente le gain global qui revient au consommateur du fait que le prix de vente est inférieur au prix qu'ils étaient prêts à payer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Différence entre le prix qui était prêt à payer le consommateur ou les consommateurs pour le bien qu'il souhaite, qu'il convoite, ici c'était les chaussures, et le prix qu'il va effectivement payer, ce qui représente donc graphiquement la surface du triangle ABC. Passons maintenant au surplus. Alors vous mettrez pause dans la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter. Euh, Passons maintenant au surplus du producteur. Donc on va faire un raisonnement similaire, mais là on va se placer du point de vue des producteurs. Regardez, donc on va travailler sur une courbe d'offres. Donc là nous avons la courbe d'offres, croissante comme toutes les courbes d'offres, et plusieurs personnages dont on va détailler les préférences. On va partir du bas, on va aller du bas vers le haut. Donc nous avons d'abord Sarah, qui, donc c'est une vendeuse, c'est une productrice, qui nous dit, à travers ses préférences, que si le prix de vente de la paire de chaussures était de 10 euros, ce qu'elle ne sait pas, pour le savoir, il faut qu'elle aille sur le marché, mais pour l'instant, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête, compte tenu de ses coûts de production et d'un tas d'autres facteurs. Elle se dit, à 10 euros la paire, je suis d'accord pour en vendre 2. Je suis prêt à en proposer 2 à la vente, mais pas plus. Parce que 10 euros, en vérité, ça paye pas. Ça paye pas beaucoup de vendre des chaussures, donc je préfère pas me casser la tête à en fabriquer beaucoup, ça c'est pas rentable. Ensuite, nous avons Camille, Camille qui est aussi productrice de chaussures et qui nous dit si le prix de la paire de chaussures sur le marché est à 20 euros, je suis prêt à en offrir 4 paires. Pas plus, parce que ça paye moyennement de vendre des chaussures. 20 euros la paire, c'est pas non plus incroyable. Pour 20 euros, je suis prêt à en vendre une quantité moyenne, à savoir 4 paires. Ensuite, nous avons Mona qui nous dit que pour 40 euros, elle serait prête à vendre 6 paires de chaussures. Donc vous constatez que plus le prix de vente de la paire de chaussures augmente, plus les quantités offertes par les offreurs augmentent. C'est l'une des justifications de l'allure croissante de la courbe d'offres. Donc 40 euros la paire, 6 paires offertes potentiellement par Mona. Reste à savoir effectivement quel sera le prix de marché effectif pour voir si ça convient aux offreurs.
Et dernier cas de figure, nous avons Laura qui, elle, avec ses préférences personnelles, nous dit si la paire de chaussures se vendait à 100 euros la paire, alors je serais prêt à en vendre 10 paires. Mais si jamais ce prix est inférieur, hein, le hasard du jeu de l'offre et de la demande fait que le prix de la paire de chaussures est inférieur à 100 euros, alors elle ne vendra rien, puisque elle, c'est 100 euros et elle en offre 10. En dessous, elle ne rentre pas sur le marché, elle préfère garder ses marchandises pour elle. Alors, voyons voir, que nous raconte l'histoire. L'histoire nous dit que, comme pour les demandeurs, là, le prix de marché s'établit à 50 euros la paire de chaussures. Ce qui est assez pratique, ça nous permettra après de faire se croiser les courbes. Donc pour 50 euros la paire de chaussures, voyons ce qui se passe. Nous avons Sarah qui était prête à payer, à offrir deux paires de chaussures à un prix de vente de 10 euros. C'est le prix qu'elle aurait pratiqué. C'est ce qu'elle dit, hein. Moi, si le prix est de 10, je suis prêt à en vendre deux. Donc voilà, elle en aurait vendu deux. Deux paires à 10 euros. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Elle va vendre ces deux paires, non pas 10 euros la paire, mais 50 euros la paire. Elle va vendre ses chaussures plus cher que ce qu'elle était déjà prête à pratiquer comme prix à la base. Elle était prête à pratiquer un prix de 10 euros. En vérité, elle va pratiquer un prix de 50 euros la paire. Bon. Ce qui veut donc dire qu'elle va faire un gain, une espèce de surprofit lié au fait que le prix de marché est supérieur à ses dispositions à pratiquer à pratiquer un certain prix. Donc là, elle fait un gain par paire de chaussures de 40 euros, puisqu'elle vend deux paires 40 euros plus cher que ce qu'elle était prête à pratiquer comme prix. Donc elle va faire un gain de 80 euros. 2 fois 40. Ensuite, nous avons Camille qui était prête à vendre ses 4 paires de chaussures 20 euros. Mais elle ne va pas les vendre 20 euros puisque le prix de marché s'est établi à 50 euros. Donc elle va faire un gain supplémentaire, un surprofit d'un montant de 30 euros par paire de chaussures vendues. Comme elle vend 4 paires et que c'est 30 euros de surprofit par paire de chaussures, 3 x 4, 12, ça fait 120 euros de gain, de, de bonus, on va dire, de bonus de profit pour Camille. Ensuite, nous avons Mona qui était prête à vendre 6 paires de chaussures à 40 euros si c'était le prix de marché. Mais il se trouve que le prix de marché n'est pas de 40 euros, mais de 50, comme nous l'avons précisé plus haut. Donc elle va vendre ces 6 paires de chaussures, non pas 40, mais 50 euros, et réaliser un bonus en termes de profit de 10 euros par paire de chaussures vendues. Donc ça nous fait un surprofit, un bonus d'un total de 60 euros, 6 fois 10 euros. Et Laura, elle, comme elle voulait vendre au minimum 100 euros par paire de chaussures, et qu'on n'est pas du tout à 100 euros la paire, mais à 50, elle va rien vendre du tout. Elle va pas rentrer sur le marché. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que quand le prix de vente est supérieur à ce qui était prêt à proposer comme prix les offreurs, alors ils réalisent ce qu'on appelle en économie un surplus. Voilà, c'est le surplus du producteur. C'est l'écart entre le prix qui était prêt à pratiquer l'offreur et le prix qu'il va effectivement pratiquer à la vente. Donc plus le prix est au-dessus, plus ils font un gain, un bonus élevé. Comme pour les demandeurs tout à l'heure, là on n'a que 3 lignes, hein, mais en vérité, il y a une infinité de traits ici pour montrer qu'il y a des surplus. Jusqu'au point ici, hein, où le prix de vente qui était prêt à pratiquer le vendeur est exactement le prix de vente qui va s'imposer sur le marché, qui sera le prix de vente effectif. Et à ce moment-là, le vendeur ne fait pas de surplus, il vend juste au prix qu'il voulait. Donc vous commencez à comprendre, hein, tous ces traits qui sont collés et serrés, hein, ça représente finalement une surface. Et donc cette surface, c'est ce qu'on appelle en économie le surplus du producteur. Donc, écart entre le prix auquel était prêt à vendre l'offreur et le prix auquel il va effectivement vendre ses biens, c'est-à-dire le prix d'équilibre du marché. On continue, donc vous ferez pause également. Donc on passe maintenant à l'effet d'une taxe forfaitaire sur le surplus des producteurs et des consommateurs. Donc là, on repart de la situation initiale, hein. Courbe d'offre, courbe de demande. Ici, vous avez le surplus du consommateur et en dessous, le surplus de l'ensemble des producteurs. C'est bien l'écart entre le prix de marché et le prix qu'ils étaient prêts à vendre. Et ici, c'est l'écart entre le prix qu'était prêt à payer le consommateur et le prix qu'il va effectivement payer. Okay.
Et plus on s'approche, plus l'écart se resserre jusqu'à ce que le consommateur paye le prix qu'il était disposé à payer, effectivement, ou que l'offreur offre ou pratique le prix qu'il était effectivement, qu'il comptait déjà à la base pratiquer pour cette quantité-là. Alors que se passe-t-il quand une taxe apparaît? Vous savez ce qui se passe quand il y a une taxe, ça augmente les prix. Donc il y a la courbe d'offre qui est ici, qui va se décaler vers le haut. Tous les prix pour toutes les quantités possibles vont être plus élevés. Hop. Donc là, c'est la deuxième courbe d'offre qui comprend la taxe. Et l'écart entre les deux courbes, comme vous le savez, c'est une distance qui se lit sur l'axe des ordonnées, comme c'est des prix qui se lisent sur cet axe, c'est une distance en euros. Et donc, il s'agit du montant de la taxe forfaitaire. C'est toujours la même distance, pour ça que les courbes sont parallèles, parce qu'il y a toujours une taxe forfaitaire d'un même montant, quelle que soit la quantité échangée. Donc, alors que va-t-il se passer? Ça va modifier l'équilibre, comme vous le savez. On va aller jusqu'ici. Le nouvel équilibre se situe ici. Donc le prix de vente va augmenter. Et je vous dis à l'avance, quand le prix de vente va augmenter pour se rapprocher de ce nouvel équilibre, on va se déplacer le long de la courbe de demande, on va remonter la courbe de demande et ça va faire diminuer les quantités demandées, puisque les offreurs, les demandeurs sont d'autant moins disposés à acheter une grande quantité que le prix est élevé. Mais parallèlement, vu que la quantité demandée va se réduire, la quantité offerte va également se réduire parce qu'au mieux, on peut satisfaire que la demande. On ne peut pas satisfaire plus que ce que la demande réclame. Donc ça va entraîner un déplacement similaire des quantités offertes par les entreprises. Alors regardez. Hop, première chose, donc vous voyez bien le prix, je vous le refais, hop, le prix se décale vers le haut, ça écarte les deux triangles qui représentent le surplus. L'ancienne quantité d'équilibre est là, donc on recule. La quantité demandée se réduit et la quantité offerte se réduit du même montant. Ils réduisent le même montant et en même temps. Hop, encore une fois, hop. Et nous voilà arrivés au nouvel équilibre, qui est donc ici. Pour ce nouvel équilibre, la quantité échangée est plus faible qu'avant, et le prix est plus élevé qu'avant. D'accord? Sauf que vous constatez que le prix que vont recevoir les offreurs n'est pas le même que le prix que vont payer les consommateurs. C'est normal, parce que entre deux s'intercale le montant de la taxe, qui est prélevé par l'État. Alors ça, vous pouvez donc noter, c'est ce que je viens de dire, hein. La hausse, alors c'est la hausse du prix, il manque un mot. La hausse du prix engendrée par la taxe va réduire la quantité demandée. De leur côté, les offreurs récupèrent un prix plus faible, qu'on appelle PO pour prix des offreurs, hein, O pour offreur. Le prix de vente moins le montant de la taxe. Effectivement, la taxe, elle n'est pas récupérée par les offreurs, hein, elle est prélevée par l'État. Donc c'est de l'argent qui part pour les recettes de l'État. Donc les offreurs, eux, ils ne récupèrent pas le montant de la taxe. Donc ils ont un prix plus faible que le prix qui est vraiment payé par les consommateurs. Eux, ils ont le prix P-offreur, qui est plus petit. Donc ça fait que la quantité offerte diminue d'un même montant que la quantité demandée. Et enfin, le rectangle qui est ici, en orange clair, ça représente le montant de la taxe qui est payé par l'État, enfin qui est prélevé plutôt par l'État, puisque vous voyez bien, l'écart qui est ici, c'est un montant en euros, on ne sait pas combien, mais c'est pas important, et c'est un montant qui est prélevé par unité vendue. Donc ici, on a les quantités 1, 2, 3, 4, ou ça peut être des centaines, hein, 100, 200, 300, et chaque bien vendu fait l'objet d'une taxe. Donc ici, on a une infinité de petits traits qui représentent le prélèvement d'une taxe sur un objet vendu. Et donc, comme il y en a plein d'objets vendus, eh bien, les traits sont tellement serrés qu'en fait, ça nous fait une surface carrément qui est colorée pour désigner le montant de la taxe prélevée par l'État. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quelque chose à rajouter. Vous constatez ici qu'il y a deux triangles blancs qu'il n'y avait pas avant. C'est ce qu'on appelle en économie des pertes de surplus, ou également appelées pertes sèches. C'est des pertes de bien-être que vont subir les offreurs et les demandeurs à cause du fait qu'il y a une taxe. Voilà, c'est ce qui fait que souvent on dit que la taxe, c'est pas efficace en économie parce que ça crée des pertes de bien-être. C'est ce qu'on a noté ici.
Ce triangle-là, c'est la perte de surplus. Voilà, c'est le bien-être, on va dire, pour simplifier, même si c'est pas forcément exactement ça. Perte de surplus pour les consommateurs. Et ensuite, là, c'est la perte de surplus pour les producteurs. C'est du bien-être qui est perdu pour les producteurs ou du profit qui est perdu pour les producteurs à cause de la taxe. Et donc la perte totale de bien-être liée à l'application d'une taxe se nomme perte sèche. Voilà. Donc, euh, donc quand il y a une taxe, il y a une perte de surplus pour les deux catégories d'agents. Regardez ici, voilà ce qu'on aurait dû avoir, un grand triangle bleu. Toute la surface, c'est autant de profit et de bien-être pour les consommateurs. Un grand triangle violet, rose, c'est autant de bien-être pour les producteurs ou de profit. Et bien, avec une taxe, vous constatez que ces deux triangles sont beaucoup plus petits. Alors vous me direz, l'argent qui est récupéré par l'État sert à redistribuer les richesses aux gens qui en ont le plus besoin, pour créer des services publics, faire des choses utiles pour la société. Mais vous constatez que cette partie-là du bien-être est complètement perdue. Ça, c'est prélevé par l'État et redistribué. Mais alors cette partie-là, c'est du bien-être aussi, mais il est définitivement perdu, il n'est pas redistribué. Il n'est pas capté par l'État, ni capté par les consommateurs ou par les producteurs. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que les taxes sont souvent économiquement inefficaces, car elles font perdre du bien-être définitivement à certaines catégories d'agents. C'est pourquoi on dit souvent, ça mérite d'être critiqué, mais c'est souvent ce qui est dit dans la théorie, que le surplus des producteurs et des consommateurs est maximum lorsqu'on est à l'équilibre du marché, de concurrence pure et parfaite, à l'équilibre, donc point d'équilibre ici, et qu'il n'y a pas de taxes. Voilà. Donc il ne faut pas mettre de taxes d'après les théoriciens néoclassiques, car ça fait perdre du bien-être aux consommateurs. Il faut laisser le marché fonctionner librement. Et quand il s'ajuste, c'est-à-dire qu'il trouve tout seul le point d'équilibre, le bien-être des consommateurs et des producteurs est alors maximum. Il ne faut pas prélever de taxes. Voilà.